Comme tous les matins depuis 3 mois, j'étais arrivé au milieu de l'étang dès le lever du soleil. Il était environ 6h30, c'était le début du mois de juin. Immergé en pleine mer de nénuphars, j'observais enfin la nidification des guifettes moustaques. Les guifettes, j'en avais beaucoup entendu parler. Je les avais vues et revues sur papier glacé, et pourtant, ce petit animal m'intriguait encore. J'avais donc décidé de les approcher discrètement, camouflés dans mon affût flottant. Elles arrivaient juste de migration d'Afrique, et je savais qu'elles nichaient uniquement sur des étangs recouverts de végétation aquatique, nénuphars ou renouées. Pendant que cette femelle tentait d'avaler l'offrande de son prétendant, lui était déjà reparti collecter des matériaux pour consolider le nid de la future petite famille. Brigandage, vol et fourberie. Derrière ce décor angélique, c'était bien une guerre qui se déroulait, et j'assistais à la bataille des nénuphars. Chacune pillait le nid de sa voisine, qui se le faisait elle-même piller, et ainsi de suite. Toute la journée, j'assistais à des va-et-vient incessants, de nénuphar en nénuphar. C'était bien la première fois que j'approchais des guifettes moustaques d'aussi près. Une chance, une aubaine pour moi de pouvoir côtoyer des oiseaux si rares en France. Et dire qu'il y a encore quelques siècles, cet étang n'existait pas. Si je me retrouvais exactement au même endroit 600 ans plus tôt, je serais probablement au beau milieu d'une forêt. Quel phénomène naturel, quel bouleversement climatique, quel événement avait pu transformer une forêt en zone humide? Voici le point de départ de mon histoire au pays des mille étangs. Je survolais la Brenne, une petite région de l'Indre isolée aux frontières du Berry, de la Touraine et du Poitou. Là-bas, l'eau s'est appropriée 10% du territoire, 9000 hectares de liquide répartis dans quelques 2200 étangs. À première vue, cette zone humide, mosaïque de milieux naturels, m'a semblé peu affectée par les activités humaines. Alors c'est vrai, quand on parle de la Brenne, on imagine tout de suite un paysage très naturel. Or, en fait, la Brenne n'est pas plus naturelle qu'un autre paysage en France. Elle a été élaborée depuis des siècles par l'agriculture d'une façon générale, que ce soit la pisciculture ou les agriculteurs plus classiques. Les étangs ont été créés de toutes pièces à partir du XIIe siècle. Mais il est vrai que du fait de la faiblesse de la population, et je dirais toujours d'un certain archaïsme quand même qui est resté en Brenne. On voit bien au fil de l'histoire que les progrès ont toujours été extrêmement tardifs en Brenne, les progrès agricoles notamment. De ce fait-là, la région a conservé un caractère naturel plus marqué qu'ailleurs. Alors c'est lié à un contexte difficile, les sols sont mauvais, il y a toute une histoire aussi sur laquelle on ne peut pas s'étendre comme ça, mais qui a fait que le développement économique a été beaucoup plus difficile qu'ailleurs. Mais du fait de toutes ces difficultés, la nature a conservé une place qu'elle a perdue dans beaucoup d'autres régions, plus favorisées sur le plan agricole ou économique au sens large. Il faut aussi souligner qu'en Brenne, il y a peu d'infrastructures routières, il n'y a pas de grandes lignes, on n'a pas de TGV, on n'a pas d'autoroute. Et ce qui fait que tous ces éléments ont su préserver par défaut la région. En contemplant ces paysages, je me demandais à quoi pouvait ressembler ce territoire avant que les hommes se l'approprient.
semblerait donc qu'il y a 1500 ans à 2000 ans, la Brenne était plutôt boisée. Probablement des chênes qui servaient donc à produire du fer, donc à réduire du fer. Et donc on peut dire qu'avant d'être piscicole, la Brenne était métallurgique. Sur une partie de la Brenne, on avait quelque chose de probablement une chaînée avec peut-être des zones, un paysage ouvert à certains endroits parce qu'il y a des tas d'activités qui ne laissent pas de traces, notamment l'élevage. Peut-être qu'à l'Antiquité, peut-être avant, l'homme menait ses troupeaux dans la forêt ou dans des prés, on ne sait pas grand-chose. Toujours est-il que la Brenne, le fait d'être exploitée à des fins métallurgiques a fait que la forêt a été dégradée et que progressivement, au fil donc de l'exploitation du charbonnage de cette forêt, le paysage s'est progressivement ouvert. C'est vraiment la biologie de ce poisson qui va rythmer le cycle de la pisciculture. Et dès le Moyen-Âge, on se rend compte que l'espèce majoritaire des étangs, c'est de loin la carpe. Alors la carpe, elle a un destin assez particulier. On sait qu'elle n'existait pas en France avant le Moyen-Âge. Elle a été introduite probablement vers le XIIIe siècle à partir d'une souche sauvage, la carpe sauvage que l'on trouve en Europe, mais uniquement dans le bassin oriental du Danube. Et elle atteint donc la France probablement au XIIIe siècle, et en moins de 2 siècles, elle va se diffuser pratiquement dans tous les étangs et les rivières de France. On se rend compte que même au Moyen-Âge, l'introduction d'un poisson a pu avoir un impact considérable sur les paysages. Et on parlait d'impact environnemental, un impact environnemental très important, parce que c'est en choisissant d'élever la carpe qu'on va convertir une zone qui n'est pas particulièrement humide, du moins pas telle qu'on se l'imagine, en zone humide, c'est-à-dire qu'on va créer des plans d'eau en quantité qui sont à l'origine de l'humidité de la Brenne. La création en grand nombre d'étangs piscicoles se réalise entre le XIVe et le XVIe siècle, âge d'or de la pisciculture en Brenne. À cette époque, le poisson de mer ne pénètre qu'à 180 km à l'intérieur des côtes. Et subvenir aux besoins urbains en poissons frais est une des clés de la multiplication des étangs. Pour cela, la carpe est idéale. Elle grossit vite, se reproduit en quantité importante et surtout elle peut survivre plusieurs jours au transport, même hors de l'eau. Il y a donc plus de 600 ans, le succès de l'élevage de la carpe permit à la Brenne de se sortir d'une situation économique difficile. Consacrer les terres à la culture céréalière est toujours impensable à ce jour. Pour l'instant, on sait assez peu de choses sur l'histoire des étangs jusqu'à la Révolution française, mais visiblement, probablement à partir du milieu du XVIIIe siècle, les étangs
du moins à certains endroits de la Brenne, cesse d'être rentable. C'est-à-dire qu'on observe dans les textes des dessèchements d'étangs avant la Révolution. Alors je dis avant la Révolution parce que la Révolution, ça a été vraiment un coup dur pour l'économie piscicole, tout simplement parce que les mentalités ont fait que l'étang, à la Révolution, était très mal perçu. C'était un petit peu un objet rural et ses habitants, les Carpes, étaient contre-révolutionnaires, c'est-à-dire qu'ils représentaient un peu la féodalité. Ces eaux stagnantes du féodalisme. Et puis, dans beaucoup de coins de France, l'étang appartenait pratiquement toujours aux seigneurs. Au début du XXe siècle, les premiers botanistes décrivaient les étangs comme des marécages recouverts d'épaisses roselières. Les mottes de Carex y étaient d'une telle densité qu'on aurait pu y jeter son chapeau sans qu'il ne touche l'eau. Dans de telles conditions, les rendements piscicoles étaient insignifiants. Considérés comme des boulets à traîner par leurs propriétaires, les étangs ne représentaient d'intérêt que pour le pacage et l'abreuvage du bétail. Le problème le plus urgent à résoudre fut la reconquête des eaux libres. Durant plus de 50 ans, les hommes s'acharnèrent à réouvrir le paysage de l'étang. Le faucardage permit de couper les roselières et l'arrivée de nouvelles races de carpes sélectionnées, à croissance rapide, furent à l'origine de cette transformation. Petit à petit, les rendements augmentèrent et la cadence des pêches fut progressivement amenée à 1 an. Jusqu'à la fin des années 50, les massifs de roselières et de nénuphars étaient équitablement répartis. La Brenne connut à cette époque son âge d'or ornithologique. La carpe est toujours le poisson le plus produit dans les étangs de la Brenne. Son élevage représente près de 60% des 1200 tonnes de poissons pêchés chaque hiver. Au début des années 80, la pisciculture de Brenne devient l'une des plus performantes de France. À cette époque,
la végétation aquatique subit une sévère retraite. De nouveau, on utilisa des bateaux faucardeurs pour que les rayons solaires réchauffent plus rapidement l'eau de l'étang. L'arrivée du ragondin et du rat musqué, appuyés par l'utilisation d'herbicides, finirent de transformer beaucoup d'étangs en grands et lisses miroirs. Toutes les espèces d'oiseaux inféodés aux nénuphars, aux roselières et au reste de la végétation aquatique subirent une régression très marquée. Aujourd'hui, certaines de ces espèces subsistent encore sur quelques étangs où la production reste traditionnelle. En 50 ans, l'ouverture du paysage et les progrès techniques en matière de pisciculture permirent de multiplier la production par 4. Et malgré l'intensification de la pisciculture moderne, cette pratique ancestrale reste la principale garante de la biodiversité des étangs. Sans pêche et sans entretien régulier, les étangs s'envaseraient et redeviendraient forêts en quelques décennies. Ces images sont les premières que j'ai ramenées de la Brenne. C'était par un beau matin de décembre, et déjà, le paysage m'envoûtait. Pourtant, bientôt, le froid et la neige allaient immobiliser tout ce petit monde.
Ben là aujourd'hui, par cette belle journée du mois de mars, on parcourt en fait les rives de l'étang pour essayer de trouver un maximum de pontes de grenouilles agiles. C'est pas très compliqué quand il y en a. C'est logiquement dans des secteurs comme ici, où chaque année il y en a beaucoup, sauf cette année. Pour nous, c'est intéressant de le faire chaque année pour mesurer en fait la gestion qui s'opère sur la réserve naturelle de Chérine. Et bon, ça n'a pas une valeur scientifique véritable, hein, c'est simplement pour nous un indice de bonne gestion, on va dire quelque part, des rives d'étang. C'est une zone qui est relativement importante pour la faune et la flore, puisqu'elle se situe à l'arrière de la Roselière. Et que la Roselière sépare la pleine eau d'un étang et cette rive d'étang donc, qui vient mourir sur la partie terrestre. Et c'est là donc que la grenouille agile vient pondre en priorité et très tôt dans la saison. Ce qui se passe sur la réserve, comme sur malheureusement bon nombre d'étangs en Brenne désormais, c'est que la périphérie des étangs est abandonnée. La culture et l'agriculture n'existent plus, quasiment plus. Ne subsiste maintenant que l'élevage. Et sur bon nombre d'étangs, autour de bon nombre d'étangs, il n'y a plus rien de tout ça. Donc la friche s'installe et les rives d'étangs disparaissent. Et ce qu'on observe, c'est de l'eau libre, une frange de roseau et la friche juste derrière. Donc sur la réserve, on tâche de rouvrir en fait ces secteurs-là. D'une façon un peu artificielle entre guillemets, hein. On ouvre dans un premier temps en passant le girobroyeur et ensuite ce sont des vaches et des chevaux qui viennent entretenir le reste de l'année ces secteurs-là. Ce sera des lieux de ponte hein, pour bon nombre de canards qui ensuite vont élever dans ce secteur-là les canetons, les familles, pour ensuite rejoindre l'eau libre. Ça sera une zone d'alimentation toujours pour les hérons pourprés, pour le butor étoilé, pour l'aigrette garzette, la grande aigrette. En fait, ça va être un secteur très très vivant hein, pendant tout le temps où en tout cas cette zone-là sera inondée, sachant qu'elle sera inondée que quelques mois, dans la mesure où l'évaporation et la croissance de la végétation qui vont se conjuguer dans les semaines à venir va fortement faire diminuer le niveau d'eau, hein, au point qu'à la fin de l'été, on n'aura absolument plus du tout d'eau dans ce secteur-là. Hein, et l'eau se sera même retirée en delà de la Roselière.
Cela faisait maintenant presque 3 mois que je m'étais fondu dans le paysage. Les oiseaux s'étaient désormais habitués à la présence de mon affût flottant. En 3 mois, j'avais vu les nénuphars sortir de l'eau, vu arriver les oiseaux migrateurs et les insectes se multiplier. Au fil des semaines, j'ai observé la lente métamorphose du paysage. De la grisaille de l'hiver, j'étais parvenu à l'effervescence du printemps. Partout à la surface de l'étang, mon œil guettait une prochaine surprise. Après un long sommeil hivernal au fond de l'eau, ces tortues redeviennent actives dès que la température de l'air dépasse celle de l'eau. Les cistudes s'alimentent et vivent principalement dans l'étang. Pourtant, comme beaucoup d'espèces en brenne, elles ont aussi besoin de traverser différents milieux pour mener à bien leur existence. En mai et juin, les femelles quittent l'étang. Elles vont pondre leurs œufs dans les prairies et les landes périphériques. Une cistude peut parcourir jusqu'à 1 km avant de trouver un endroit sec et ensoleillé pour pondre ses œufs. 9 pontes sur 10 sont déterrées par les prédateurs. Mais la cistude vivant près d'un siècle parvient, grâce à cette longévité, à assurer malgré tout la survie de l'espèce. On peut considérer que la Brenne n'a pas beaucoup d'intérêt économique, que c'est une région où le développement ne sévit pas, c'est une région qui est considérée comme pauvre par certains. Mais justement, je pense que les valeurs de la Brenne, la qualité de son paysage, la qualité de sa biodiversité, de sa faune, de sa flore, sont à apprécier à leur juste valeur dans une Europe qui se développe extrêmement rapidement. Et je pense que dans peu de temps, on n'aura plus beaucoup l'occasion de trouver des régions de plaine en Centre-France d'une telle variété, d'une telle richesse. Et je crois que cette qualité-là mérite beaucoup d'égards et vaut tous les développements économiques qu'on peut imaginer. C'est comme une œuvre d'art, si vous voulez. Bon, c'est un symbole qui doit demeurer. Et même s'il n'a pas beaucoup de rentabilité, c'est un témoignage d'une richesse et d'une histoire locale qui a, je pense, une valeur plus intellectuelle qu'économique. En quittant la Brenne, ces paysages me parurent bien fragiles en repensant au contexte actuel. Une agriculture qui se réduit à peu de choses et une pisciculture malmenée risquaient dans les prochaines décennies de priver le paysage de ses activités humaines qui l'ont façonné depuis plus de 6 siècles. Qu'allait devenir ce paysage, havre de paix pour une multitude d'espèces d'oiseaux, d'insectes, d'amphibiens et de mammifères? Pour ma part, je garderai le souvenir d'un territoire où l'homme et la nature ont su garder des liens étroits, où la biodiversité occupe encore une place rare et privilégiée à une époque aussi destructrice pour l'environnement.